Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs spécialisée dans la santé mentale. La santé mentale, c'est quoi? Le stress, le burn-out, l'épuisement. En gros, je vous guide à éviter ces symptômes ou à essayer de prendre un peu plus soin de vous pour qu'ils disparaissent de votre vie. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business, mais aussi mon parcours d'entrepreneur, afin de vous inspirer, vous aider à vous développer, tout en conservant un équilibre avec votre vie personnelle et surtout votre bien-être. Aujourd'hui, j'ai pris un café, je suis censée écrire un article pour un client et en fait, j'ai eu envie de vous parler un petit peu à cœur ouvert. C'est un épisode qui me trotte dans la tête depuis quelques jours et j'arrive pas à m'en défaire, donc je me suis dit c'est maintenant, c'est le moment de l'enregistrer. Je vous préviens, ça va être un épisode sûrement assez long, bon ça vous le voyez normalement, mais très personnel et ça va être un moment d'échange sur mon parcours, ce que j'ai pu vivre, afin peut-être de vous rendre compte vous aussi de schémas que vous pouvez adopter. Bon bref, je vous en dis pas plus que ça, on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Alors, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours porté les autres sur mes épaules. Les premiers souvenirs que j'ai, que ce soit dès l'école en fait, on me parlait de problèmes, des problèmes avec son amoureux, des problèmes des fois plus graves, de TCA, d'anorexie, etc. Et où en fait on venait se confier à moi, où j'essayais d'apporter déjà une écoute, un soutien, voire essayer d'accompagner les personnes, mes amis, mes connaissances, à régler leurs problèmes. J'ai moi-même été élevée par une maman qui a tendance à être comme ça, qui est très dans l'écoute. Si elle prend un bus, forcément la personne d'à côté va commencer à lui raconter sa vie. Et j'ai toujours vu en elle cette grande générosité, cette grande gentillesse, mais aussi le fait qu'elle se sacrifie parfois un petit peu pour les autres et qu'elle laisse la dernière part du gâteau pour les autres. Et ça, moi, je me suis toujours dit que je ferais jamais ça avec mes enfants. Que j'ai pas envie de sacrifier moi-même ma vie personnelle, ma santé, juste mon plaisir pour les autres. Et bizarrement, je pense que vraiment, y a un côté reproduction de schéma familial. Et là, je vous parle de ma maman, mais mon papa travaille dans le soin, travaille dans une maison de retraite, donc on est tous un petit peu dans la famille avec ce penchant de soutien aux autres, d'écoute. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'infirmière en soins palliatifs, donc voilà, on est tous un petit peu là-dedans. Mais voilà, au final, je me rends compte que tout ce que je voulais pas forcément reproduire de la part, chez ma maman, je le fais un peu inconsciemment. Et donc en fait, voilà, les schémas dans les relations familiales, je trouve ça hyper intéressant comme thématique, mais on se rend vraiment compte qu'il y a des choses qu'on reproduit jusqu'à ce que il y ait quelqu'un qui décide en fait d'avancer là-dessus, d'évoluer et de se dire non, en fait ça c'est pas pour moi et je veux pas de ce cadeau. Mais je crois pas que ça passera par moi. Je vous explique dans 5 minutes. En fait, ouais, j'attire vraiment depuis l'enfance, depuis toujours ces gens dans ma vie, des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui ont besoin de soutien, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai vraiment toujours soutenu les autres, j'ai toujours été un peu ce syndrome de la sauveuse, de la personne qui va venir te conseiller, t'apporter, te retrouver la lumière dans tes journées un peu plus sombres. Je m'appelle Lucie d'ailleurs, ça veut dire lumière, bon. Mais c'est vrai que j'attire ces personnes dans ma vie et je pense aussi qu'il y avait cet aspect chez moi où on savait que si on me parlait, moi j'allais écouter. Moi j'ai toujours parlé de mes émotions, de mes ressentis assez facilement. Mais jusqu'à récemment, j'ai jamais vraiment identifié à quel point c'était un pan de ma personnalité et à quel point c'était rare aussi. Parce que, au final, il y a beaucoup de personnes comme ça qui, parce que j'acceptais de me montrer vulnérable à leur côté, parce que j'acceptais de dire ce que je ressentais, j'ouvrais un peu cette porte chez elles. Et donc, elles se sentaient, elles aussi, prêtes à se montrer plus vulnérables ou à parler plus facilement de leurs émotions et de leurs ressentis.
Et donc ça s'est joué dans mes amitiés, dans mes connaissances, dans toutes les rencontres que j'ai pu faire, mais aussi dans mes relations amoureuses, où je pense que dans toutes les histoires d'amour que j'ai eues jusqu'à celle que je vis actuellement, j'étais quand même cette personne qui poussait les autres un petit peu vers le haut, qui était dans le soutien, qui donnait beaucoup en fait pour que l'autre se sente bien. Ça veut pas dire que moi c'était pas donnant, il y avait d'autres aspects sur lesquels on me tirait vers le haut aussi, hein, mais ouais, j'avais cette tendance-là en fait à être aussi dans l'écoute. Bon bah voilà, ça se répercute aussi dans ces relations-là. Et il y avait aussi ce côté où même dans des dates, dans des premiers rendez-vous, on m'a déjà dit purée, j'ai jamais dit ça à personne, et où on me parlait de la relation toxique qu'on pouvait entretenir avec sa mère, alors qu'on était au premier rendez-vous et que ça allait souvent pas plus loin, ou voilà. Et où moi, du coup, j'étais un petit peu, entre guillemets, désespérée de me dire, bon, je suis pas là pour sauver la terre entière, je recherche une relation de couple, mais pas forcément, quelqu'un que je vais soutenir, quoi. Surtout, bon, c'était une période où moi, j'allais pas très bien, je vais vous expliquer pourquoi. À côté de ça, j'ai toujours été vue aussi, je pense, comme quelqu'un de positif, de souriant, qui réalisait ses rêves, qui avait une certaine force et un courage aussi en elle, parce que à mes 20 ans, j'ai quitté mon CDI pour partir vivre à l'étranger. Je faisais ce que j'aimais et surtout, je me donnais les moyens de le faire. Quand d'autres personnes autour de moi, qui pouvaient me côtoyer avant, restaient bloquées dans une situation qui ne leur plaisait pas. Et ça a entretenu des fois des relations, enfin, ça a fait perdre des relations, certaines relations, par, des fois c'est le miroir qu'on renvoie à l'autre, ça nous convient pas, et du coup, ça lui convient pas plutôt, et du coup, ça fait que la relation s'atténue comme ça. Mais aussi, j'avais ce côté, voilà, j'étais toujours positive dans la vie, et même quand je me sentais un peu moins bien, je portais les gens sur mes épaules. Je vais vous donner un exemple concret. Quand, en 2021, ma maman nous a annoncé qu'elle avait un cancer suite à une biopsie. Je me souviens, j'étais au volant, donc je reçois ce message, voilà, la biopsie, elle est pas bonne, c'est un cancer, il va falloir que je fasse de la chimio, de la radiothérapie. J'ai été un peu sonnée, et ça a duré 2 heures. Et ensuite, je me suis dit, ok, il y a ça, maintenant, qu'est-ce que moi je fais ? Qu'est-ce que moi je fais pour la soutenir ? Et donc, je me suis mis à contacter des gens à Tahiti, parce que c'était son rêve d'y voyager, pour qu'ils lui envoient des messages de soutien, à contacter des auteurs qu'elle aimait, de livres, des personnalités qu'elle appréciait, pour leur demander s'ils pouvaient lui faire un petit mot, un petit geste, pour la soutenir dans sa pathologie. Et dans ce cheminement, voilà, tout au long du chemin qu'elle a pu traverser, j'ai été à ses côtés, je lui ai envoyé des petits messages positifs, etc. À côté de ça, moi, à cette période-là, fin 2021, ça faisait 3 mois que j'étais séparée du père de mon fils. Mon fils avait du coup 1 an. Je cherchais un appartement et à tout moment, je me trouvais à la rue parce que je vivais dans un Airbnb. Financièrement, c'était la catastrophe. Je venais aussi de vivre le décès du père de mon ex de façon très brutale, quelques mois auparavant. Donc j'étais aussi dans cette période un peu de deuil et de souffrance par rapport à ça. Et le fait d'être avec mon fils, c'était très très dur pour moi, surtout de me retrouver seule avec lui, parce que la maternité a été un tsunami dans ma vie. Je pensais pouvoir gérer ça, et j'avais un bébé avec des forts besoins, où moi du coup j'avais plus de temps pour moi, et où en fait ça a été un équilibre qui a mis beaucoup de temps et même d'années à être trouvé dans ma vie. Et encore, il y a des fois où je le cherche encore. Et pourtant, dans cette période-là, j'étais là, je portais les gens et je continuais à faire ça. Et donc maintenant, quand je me rends compte, je me dis, mais enfin, où est-ce que t'as trouvé cette force-là ? Parce que clairement, tu l'avais pas en toi à ce moment-là, quoi. Et je m'écoutais pas du tout dans ce processus-là. Mais la vie sait très bien nous rappeler. Encore une fois, je pense que j'avais vraiment cette étiquette-là de fille qui vit ses rêves, qui est toujours positive, qui voit toujours le verre à moitié plein. Et pour ça, depuis toujours, j'ai beaucoup été, c'est peut-être pas le terme admirée, mais en tout cas, j'ai inspiré les gens pour ça. J'étais vue comme quelqu'un qui réussit, qui a de l'ambition, et qui a peut-être quelque chose de spécial parce qu'elle ose, parce qu'elle est courageuse. Et d'un côté, cette étiquette-là était aussi lourde à porter parce que j'en ai fait limite un complexe. Moi, je me suis toujours sentie en décalage avec les autres enfants. J'allais dire adultes aussi, je me sens souvent en décalage avec les autres. Et je me suis sentie beaucoup rejetée pour ce que j'étais parce que j'avais une façon de penser qui était différente.
Dès l'enfance, je valorisais les conversations d'adultes, avant même d'en être une. Et encore aujourd'hui, je m'ennuie quand on parle de sujets creux. J'arrive pas à faire semblant, donc ça se ressent. Donc j'ai peu de relations aussi autour de moi très fortes. Mais du coup, quand tu endosses ce rôle-là, et encore une fois, c'est pas les autres qui vous le mettent, qui vous mettent cette étiquette, c'est moi-même, à force. Ça faisait vraiment partie de ma personnalité et je m'imposais, je pense aussi, ce côté je suis forte, je gère les choses, ok je peux montrer mes émotions mais d'un côté je suis aussi surtout là pour porter, pour soutenir. Si t'as besoin je suis là, ne t'inquiète pas. À ce moment-là en fait j'avais pas de relation autour de moi où on me donnait autant que je recevais peut-être. Et jusqu'à ce jour-là personne en fait ne m'avait vue comme ça, comme quelqu'un de fragile, à part peut-être ma mère. Mais à cette époque-là, ma mère, je pouvais pas aller la voir pour lui dire ça parce qu'elle était malade. Et enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me disais. Et donc, je me suis retrouvée un peu dans cette période creuse où j'étais très très mal, en fait, au fond de moi, où j'avais un bébé que je devais gérer seule. J'ai eu un deuil brutal à faire. Et j'avais plus, en fait, le choix de porter les autres sur mes épaules. J'avais plus cette énergie. J'ai continué à le faire malgré tout, mais je sentais que d'un côté, le réservoir de positivité, il était faible, il était vidé, et que je n'y arrivais plus, et que j'avais plus la force de prendre toute cette souffrance que les autres portaient. Donc j'ai mis en fait un peu cette souffrance sous le tapis, un peu de côté. Et puis, février 2022, j'ai rencontré mon chéri pour la première fois, et lui, il avait exactement le même rôle dans la vie des gens. Il avait toujours vécu des relations comme celle-ci, où, comme moi je pouvais avoir, où en fait il donnait beaucoup, où il essayait de sauver les gens. Alors moi je l'avais plutôt dans mes amitiés, mais quand même. Et donc une des premières choses que moi je lui ai dit c'est ça va pas le faire entre nous parce que moi je ne suis pas à sauver, contrairement à toutes les personnes que tu as connues jusque-là. Et en fait je me suis trompée. Et lui, il pensait avoir guéri de ça, il pensait ne pas avoir besoin de sauver les gens, mais il se trompait aussi. Parce que si t'as besoin autant de sauver les gens, de soutenir et d'aller enquêter sur les émotions des autres et de leur apporter ta lumière, autant l'un que l'autre, ça veut dire que toi aussi il y a des choses à aller chercher en toi et que tu oses pas à ce moment-là peut-être les découvrir. Il y a à peu près 1 an, j'ai fait une retraite de yoga où à la fin, en fait, j'ai soumis l'idée que chaque participant dise une chose positive sur la personne qui était à côté d'elle. Et la personne qui m'a transmis son message, c'était pas hyper positif ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, voilà, tu es quelqu'un de doux, de souriant, de bienveillant, mais je vois une grande tristesse en toi. Et un jour, il va falloir t'en occuper, en gros. Et cette phrase, elle m'a retournée. Elle m'a même vexée profondément. Où je me suis dit, non, en fait, moi, pas du tout, je suis pas du tout triste, moi ça va bien dans ma vie, je suis forte, et en fait, je porte pas de masque, etc. Et en fait, c'était peut-être encore plus profond que ça. Et maintenant, avec le recul, ce message-là, je me dis, bah oui, en fait, oui, évidemment qu'il y avait une grande tristesse en moi. Et je pense que depuis, j'ai énormément travaillé sur tout ça, il y a tellement de choses qui se sont passées. Et clairement, aujourd'hui, je me dis que la force, c'est aussi de se montrer vulnérable. C'est aussi de pouvoir se dire, écoute, là, je ne peux plus rien porter. Et si on peut pas le dire, c'est au moins refuser d'encaisser ça, refuser d'encaisser la douleur des autres. La relation que j'ai avec mon compagnon aujourd'hui, je pense que c'est la relation la plus gage d'apprentissage de ma vie. C'est une relation où on est transparent et où en fait on se montre sous notre jour le plus total, sans omettre les parties de nous, même les plus sombres. Et où du coup on agit comme un miroir, où l'autre en fait quand la partie sombre elle ressort, il est là pour le montrer et dire en fait ça, il faut que tu le travailles en toi parce que c'est pas possible, parce que ça te fait du mal, parce que ça me fait du mal. Et donc il y a eu un événement en début d'année qui a été un peu l'apothéose de tout ça, où en fait tous les deux on s'est dit ok, je peux plus porter tes problèmes sur mon dos, je peux plus être cette personne à qui tu les confies, parce que moi aussi j'en ai au fond de moi. Et maintenant, on va aller déposer nos problèmes ailleurs que sur l'un et l'autre,
et on va avoir un espace tous les deux, chacun de notre côté, où on va pouvoir déposer tout ça. Et en fait, c'est hyper rafraîchissant. C'est hyper sain de faire ça. Et je pense que dans beaucoup de relations, que ce soit même d'amitié ou d'amour, dès qu'on voit l'autre, en fait, c'est là où on va déposer nos problèmes de la journée, nos frustrations. Oui, un tel, il m'a énervé aujourd'hui. Et puis ça va pas du tout dans mon couple. Alors du coup, j'ai envie d'en parler à ma meilleure amie parce que ça, c'est pas possible. L'autre, du coup, te soutient. Bah oui, t'as raison, etc. Mais ça fait que nos relations se construisent beaucoup sur des émotions négatives qu'on partage, et donc on recherche le soutien de l'autre. Et il y a des fois des moments dans notre vie où on n'a plus envie de faire ça, d'être le soutien de l'autre dans ces moments. Donc, j'ai appris ces derniers mois à me dire, ok, oui c'est vrai, t'es hyper forte. Si t'as un coup de mou, 24 heures après ça repart. Tu vois toujours le meilleur dans chaque situation. T'es hyper motivé à avancer et à te donner pour tes objectifs, mais aussi t'es parfois noyé par des émotions négatives, et dans ces cas-là, t'as le droit de dire écoute, je n'en peux plus. Là, je me sens fragilisée. Mais il n'y a rien à faire avec tout ça en fait. Ça veut pas dire je te donne ça pour que tu me conseilles, j'ai pas envie de tes conseils, j'ai pas envie que tu me soutiennes. Juste là, en ce moment dans ma vie, ou dans cette journée, ou dans cette heure, je me sens pas bien, tu n'as rien à faire. Juste, je te le dis et je te le partage, je te montre un peu ma vulnérabilité. Et c'est vraiment une période de ma vie où j'ai décidé d'ouvrir cette brèche-là, de ne plus porter les autres sur mes épaules, de me couper aussi de certaines situations qui peuvent me faire du mal, de certaines relations, et de ne pas aller nourrir certaines relations qui finalement ne m'apportent pas, où il y avait cette espèce de « ok, je suis ta sauveuse » et où toi, tu es là pour m'apporter toutes tes émotions négatives, tout ce que tu ressens, parce que je suis à un moment où je ne peux plus encaisser ça. Sur mes épaules, je n'y arrive plus, et je ne veux pas creuser un peu plus dans cette cicatrice de fragilité que je peux avoir en moi. J'ai envie de réparer ça avant de pouvoir, j'allais dire reprendre ce rôle, mais peut-être que je le reprendrai même pas en fait. Mais voilà, j'ai besoin là aujourd'hui, j'ai ce truc-là au fond de moi, et j'ai besoin d'aller, que les gens déposent leur souffrance ailleurs, parce que moi c'est bon, j'ai mon seau qui est plein quoi. Mais du coup, ça m'amène à ce côté, ok, tu peux être à la fois dans ta vie fort et fragile, et exprimer cette fragilité, ça fait pas de toi quelqu'un de faible, ou c'est pas une honte de le dire, t'as pas besoin de culpabiliser de ça, mais de pouvoir dire voilà, aujourd'hui auprès de ton conjoint, j'ai besoin de ça, là j'y arrive pas, là j'ai des doutes, là aujourd'hui ça ne va pas. Et moi j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vivre avec une personne qui sait accueillir ça, et qui sait que je suis capable d'accueillir ça aussi de son côté. Je pense qu'il pourrait être totalement déboussolé face à toutes mes émotions qui sont souvent en montagne russe, où ouais super tout va bien, et où un jour en fait maintenant ça va pas du tout. Je remets toute ma vie en question, je remets notre histoire en question, et où c'est très très déstabilisant pour la personne en face de dire mais attends, tu qu'est-ce qui se passe dans ta tête là, qu'est-ce qui s'est passé pour que t'en arrives à cette conclusion? Et il a appris maintenant comment je fonctionne, et il sait quoi faire dans ces cas-là, c'est-à-dire juste me laisser tranquille et se dire ok ça va passer. Je me souviens, il y a quelques mois en arrière, quand j'arrivais chez la psy, je m'effondrais en larmes. Et c'était très déstabilisant. Mais en fait c'est une façon de dire voilà, j'ai l'habitude de tout porter sur mes épaules. Et là, j'arrive dans un espace où, ça y est, je peux montrer ma fragilité sans que ce soit mal vu, sans que ce soit jugé. Et c'est hyper salvateur d'arriver dans cet espace-là et de pouvoir faire ça. Même si ça met un peu mal à l'aise aussi des fois. Mais de se dire, waouh, mais il y a toute cette souffrance en moi, en fait. Ça veut pas dire que il y a une immense souffrance. Ça veut dire qu'en fait, jusque-là, tu l'as jamais laissé s'exprimer. Tu ne le montres pas, et donc un jour faut bien que ça sorte, et donc là c'est le moment. Et je trouve que ça fait le plus grand bien. Donc vraiment, si vous sentez que il y a des choses qui vous ont déstabilisé ces dernières années, que ce soit peu importe un deuil, un traumatisme, une relation qui s'est achevée, le fait de devenir parent aussi, juste n'hésitez pas
à aller consulter quelqu'un et surtout à vous préserver de la souffrance qui pourrait s'accumuler en plus parce que des fois, juste la coupe est pleine en fait et on n'a pas besoin d'aller enquêter sur la souffrance des autres ou de la porter sur nos épaules. Donc ouais, moi personnellement cette année ça m'apporte vraiment ce côté où la fragilité qu'il y a en moi, je l'exprime mais en plus je la valorise. Et je sais que c'est une part de moi qui a sa place en fait, autant que la partie forte en moi. Et elle a le droit d'exister. J'arrive à faire en sorte que mes relations et ce qui se passe autour dans ma vie ne m'atteignent plus et ne lui fasse pas plus de mal en fait à cette partie de moi. Et à côté de ça, j'arrive aussi à me dire bon, ça passera parce que une longue part de moi, une grosse part de moi, c'est aussi de la positivité et le fait d'avoir l'énergie de passer à l'action, etc. Je ne veux plus aujourd'hui mettre cette partie-là de côté, mais d'un côté, je me dis si je ne veux plus mettre ça de côté, ça veut dire qu'il faut à la fois dans mes relations faire du tri pour ne pas encaisser la souffrance des autres et à la fois il faut respecter mon niveau d'énergie, respecter mes émotions et surtout ne pas prendre en fait endosser ce rôle dans toutes mes relations de la sauveuse. Et ça encore une fois, il y a que moi qui peut me dire écoute, ne porte plus les gens sur tes épaules, ne t'attarde plus sur les problèmes des autres, ne cherche pas à comprendre et à aller enquêter. En fait, c'est un peu réfréner cette partie de moi qui veut toujours soutenir, etc. Ou, si les gens le font spontanément, juste exprimer que, non, là, c'est pas possible. Là, dans cette réalité, aujourd'hui, je ne suis pas capable d'accueillir les choses horribles qui se passent dans ta vie et c'est ok, et de l'accepter. À côté de ça, évidemment, j'ai choisi de reprendre le coaching. Alors, je vous ai déjà exprimé pourquoi j'avais arrêté le coaching personnel, le coaching avec des problématiques plus personnelles que business. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas envie de porter les autres en coaching. Et donc, toutes ces situations dont je vous parlais la dernière fois sur des personnes qui auraient un manque de confiance en elles, qui sont des fois très vampirisants dans leurs énergies parce que ils se posent mille questions, ils ont beaucoup de perte de motivation, de doutes, et donc ils les transmettent. Ça, c'est pas des personnes, des clients idéaux qui m'attirent aujourd'hui. Mais je pense que le côté positif du coaching, c'est que mon but, c'est pas de leur donner des solutions. C'est de les aider à voir quelles solutions eux, ils peuvent trouver en eux et à les aider à apprendre à se connaître, à connaître leur fonctionnement. Peut-être que je vais leur transmettre de justement comprendre les signes avant-coureurs avant de faire un mental breakdown ou un burn-out, d'amener un petit peu de développement personnel dans leur quotidien s'ils ne connaissent pas encore. Ça peut être la gratitude, le pouvoir de la gratitude, la visualisation, analyser ses relations, analyser ses fonctionnements, analyser quel type de client tu attires à toi justement et pourquoi. Est-ce que tu arrives à dire non? Pourquoi? Est-ce que tu arrives à te montrer? Pourquoi? Etc. Parce que je pense que c'est vraiment des clés qui nous aident à la fois à développer un business qui soit sain pour nous. Je pense qu'on est très peu aujourd'hui à pouvoir dire mon business, il est sain dans ma vie, il est sain pour ma santé mentale. Même moi, je suis pas capable de le dire. Alors que j'essaye de faire de mon mieux pour faire ça. Mais voilà, essayer d'amener un côté plus de réflexion, de dev perso dans l'entreprise et l'entrepreneuriat en général, mais tout en disant ok, c'est ton problème, on va t'aider à trouver ta solution, et parce que chacun est unique et parce que ça me met cette barrière et ce cadre où moi je ne vais pas forcément aller intervenir et endosser la responsabilité de leurs problèmes. Voilà pour cet épisode qui, comme je vous l'ai dit au départ, est très personnel d'un côté. Peut-être que ça va pas du tout vous parler ce que je raconte ici, mais je pense qu'on est beaucoup, surtout en tant que femme, à avoir ce côté où on soutient les gens, où on endosse des choses sur nos épaules qui des fois ne nous appartiennent pas. Et donc aujourd'hui, c'était juste une façon de mettre en lumière cette partie de nous
et de se dire que des fois on n'arrive plus à porter et qu'on a le droit de se détacher de ce rôle-là aussi. Et c'est parfois un défi, mais voilà, ça fait du bien quand ça arrive et c'est ce que je voulais exprimer aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner au podcast L'Art de Briller s'il vous plaît, à lui mettre une petite note positive sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt!